Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Ali. Caroline, c'est toujours un vrai plaisir de te retrouver sur le podcast. Caroline, on ne te présente plus. Forcément, avec toi, nous allons parler du sommeil des bébés et des enfants. Et nous avons récemment, là, sur le podcast, depuis 3 ou 4 épisodes, nous répondons aux questions des parents que nous recevons, soit sur Instagram, soit les auditrices et auditeurs du podcast, en petite capsule. Et aujourd'hui, je t'ai sélectionné une question qui, je pense, va parler à de nombreux parents. Alors, je te la lis, Caroline. Mon enfant qui dormait très bien et en autonomie s'est soudainement mis à se réveiller à nouveau la nuit et les couchers sont maintenant à rallonge. Qu'ai-je fait de mal ? Alors, je t'avoue que parmi toutes les questions qui nous sont posées, j'ai sélectionné celle-ci parce que je pense que c'est souvent ce qu'on peut se dire en tant que parent. En tout cas, c'est le réflexe qu'on peut avoir, le fait de se culpabiliser et de se dire mince, tout allait bien, j'ai forcément fait quelque chose de travers puisque mon bébé ne réagit plus de la même façon. Alors, qu'as-tu envie de répondre à la question de cette auditrice ? Alors, je vais évidemment commencer par répondre que ça n'a souvent et quasi tout le temps rien à voir avec quelque chose que le parent aurait fait de mal. Ce type de situations, elles sont en fait normales. C'est quelque chose qui va s'appeler les régressions de sommeil de manière assez classique dans le jargon du sommeil, des consultants sommeil. Moi, j'aime pas trop ce mot-là. Je vais plutôt faire appel à des phases de développement, d'acquisition et de maturité du bébé. Les régressions du sommeil, il va y en avoir plusieurs à différents stades. Donc, en l'occurrence, les régressions du sommeil peuvent être dues donc soit à des phases de développement, d'acquisition simple du bébé, vraiment de maturité, et donc là, soit chez les bébés qui ont des troubles du sommeil déjà en place, qui ne vont pas avoir d'autonomie. Là, souvent, ça va faire exploser les troubles du sommeil, et ce de manière assez durable. Pour les bébés qui ont déjà un sommeil serein, autonome, ça peut aussi entraîner des couchers un peu difficiles, un réveil dans la nuit, des siestes un petit peu plus courtes, ce genre de choses. Et à ce moment-là, si le parent garde, lui, vraiment une pleine cohérence, un cadre stable dans lequel l'enfant peut venir tester et en même temps se sécuriser, hein. C'est comme venir s'appuyer contre un mur à un moment où c'est une phase de développement intense, où il y a des choses qui font un petit peu peur, où à la fois il y a une nouvelle liberté, des découvertes, de l'éveil du monde. Et puis j'ai besoin quand même vis-à-vis de ça de m'appuyer à un mur. Et puis soit le mur, quand je m'appuie dessus, il tombe. Et ça, c'est extrêmement insécurisant et déstabilisant à un moment où je me dis déjà le monde change pour moi. Ou bien le mur, il tient au moment où je viens m'appuyer contre lui. Et alors, ça m'apaise. Donc là, le mur, c'est le parent, du coup. Voilà, le mur dans la métaphore, c'est le parent et c'est le cadre que vient poser le parent. Et donc, si on est pour l'enfant dans une phase de développement intense, de nouvelles acquisitions, et je vais les détailler tout à l'heure, mais
mettons l'acquisition de la parole, ou simplement vers 4 mois, ça peut être simplement vraiment l'éveil au monde. Je prends conscience que je suis là, que je suis présent, que j'ai des interactions avec l'autre. C'est waouh, déjà aussi une grande découverte du monde, une phase de maturité intense pour le bébé. Et donc, je vais avoir des petits moments d'angoisse, c'est normal, et on va aussi parler des angoisses de séparation qui en font partie. Et dès lors, il peut y avoir, par exemple, un coucher où je ne suis pas très bien à ce moment-là. Et puis, du coup, je vais venir m'appuyer un peu sur le cadre, forcément, m'y confronter un peu. Et puis, le cadre, si il cède à ce moment-là et qu'il tombe, entre guillemets, c'est extrêmement angoissant. Et du coup, là, on va rentrer dans quelque chose de difficile. Et puis, ça va être difficile pour toutes les siestes ensuite, pour tous les couchers, pour les nuits. Puis, ça va provoquer pas mal de réveils. Et puis, là, en fait, les parents qui avaient avec l'enfant une situation très, très stable au niveau du sommeil, eh bien, peuvent d'un seul coup, tous ensemble, on s'effondre et puis on tombe dans quelque chose de très compliqué. Qu'est-ce que ça signifie du coup s'effondrer, le cadre qui s'effondre? Est-ce que tu peux nous dire ce que le parent ferait qui ferait que le cadre s'effondre en fait? Un exemple assez simple et assez parlant, ça peut être un enfant qui d'habitude s'endort tout seul dans son lit. Le parent sort de la chambre avant que l'enfant soit endormi. Eh bien, un soir, l'enfant a une émotion à passer. Eh bien, au lieu d'accompagner son enfant dans l'émotion qu'il avait à passer, puis de lui dire bonne nuit mon chéri, à demain, une fois que l'émotion est passée, et puis de garder exactement les mêmes rituels de sommeil, les mêmes habitudes, les mêmes stratégies de sommeil pour son enfant, donc de sortir avant qu'il soit endormi, eh bien, ce jour-là, l'émotion de l'enfant va complètement déstabiliser le parent qui ne comprend pas ce qu'il se passe, en fait, et qui va être lui aussi, du coup, dans quelque chose d'assez émotionnel en termes de réaction. Et c'est normal, puisque les parents ne sont pas informés de ces phases de développement, du fait que le sommeil, c'est pas linéaire, que le développement de l'enfant n'est pas linéaire, des régressions de sommeil, etc. Et donc, le parent va peut-être être d'habitude, tout va bien, qu'est-ce qu'il se passe ce soir, et du coup, se dire, mon enfant, finalement, le sommeil, c'est peut-être pas bien pour lui, c'est dangereux, il se sent pas bien vis-à-vis de ça, je vais rester jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et puis, je vais lui tenir la main. Puis peut-être même, je vais le bercer le dos, voire même, je vais le prendre dans mes bras, je vais le bercer jusqu'à ce qu'il s'endorme dans mes bras, je vais le mettre au sein jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et puis, malheureusement, d'ailleurs, une fois que le parent a fait ça, une fois que l'enfant est endormi, le parent s'éclipse. Donc, tout de suite, l'enfant, au niveau de son cerveau, et ça, j'en parle vraiment très bien dans le module 1, c'est vraiment important de comprendre la structure du sommeil, son fonctionnement, et puis l'enjeu des stratégies de sommeil. L'enfant, derrière, automatiquement, son cerveau va se réveiller au micro-réveil suivant, puisqu'il va sentir que comment il s'est endormi, les conditions de son sommeil et de son endormissement ne sont plus du tout les mêmes au micro-réveil suivant. Il s'est endormi alors que son parent était là. Au micro-réveil suivant, il n'y a plus personne. Son cerveau va le réveiller automatiquement, angoisse, et j'appelle papa et maman et je repars dans une grande émotion. Papa et maman ne comprennent plus vraiment du tout ce qui se passe, mais mince, j'étais là, je l'ai endormi en présence, j'ai tout fait pour le sécuriser, j'en ai rajouté des tonnes. Et 1 heure après, il rehurle, j'y retourne, et ainsi de suite, boule de neige, tous les couchers deviennent difficiles, l'enfant vient mettre des croyances sur son sommeil, le parent vient mettre des croyances sur le sommeil de l'enfant, et c'est là-dedans que, c'est comme ça qu'on part dans quelque chose de très compliqué, là où tout était très serein précédemment. Et c'est juste simplement une incompréhension des choses, en fait. Et ça peut subvenir juste en une nuit. Comme là, ce que nous évoque la maman qui nous écrit, il suffit d'une nuit pour que ça puisse basculer. D'une nuit, d'un seul coucher de sieste, d'un seul coucher du soir, sans aucun problème, en fait. Étant donné que l'enfant n'a pas la compréhension de ce qui se joue pour lui dans son sommeil et dans ses émotions, et que malheureusement, les adultes ne sont pas formés et informés sur ce qui se joue dans les émotions de l'enfant, le développement de l'enfant et le sommeil. Et donc, ça fait que tout le monde, avec cette absence de compréhension de ce qu'il se passe, c'est souvent cette absence de pouvoir se dire aussi les choses, en fait, tout simplement. Et puis, on est aussi dans une société qui cache beaucoup les émotions, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une émotion, quelle qu'elle soit, même parfois la joie, ça peut faire peur, mais encore plus, évidemment, les émotions de tristesse ou de colère ou de frustration, c'est des choses qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas accueillir, et qui tout de suite vont prendre des formes très angoissantes pour les adultes. Là où l'enfant avait juste simplement besoin de dire ou d'extérioriser à ce moment-là. Et
et de trouver quelqu'un juste pour accueillir tout ça et quelqu'un de bien solide dans l'accueil de tout ça, pouvant lui dire ok, vas-y, décharge, tout va bien, tu es en sécurité, tout est ok. Et puis une fois que l'émotion est passée, bonne nuit mon chéri, à demain et je ressors de la chambre. Et c'est en ça que moi j'encourage vraiment les parents, dès lors que, d'autant plus quand il y a vraiment du sommeil serein et autonome, à ne pas se défaire de leur rôle de parent, hein, bien sûr, et c'est important de pouvoir prendre conscience que c'est pas parce que d'habitude tout est serein que c'est forcément tous les soirs le cas, hein. À juste accompagner comme il faut leur enfant, tout en ayant en tête les conditions nécessaires pour la stabilité et la sécurité dans le sommeil de leur enfant et de ne pas bouger les stratégies de sommeil ni le cadre de sommeil. Je peux venir accueillir les émotions, accompagner mon enfant et puis mon enfant par contre s'endort exactement comme d'habitude. Et c'est là où par contre dès que je cherche à faire quelque chose en lien avec le sommeil et que je vais surtout mettre en lien l'émotion qu'il se passe pour mon enfant là avec le sommeil. Et c'est cette mauvaise compréhension des choses qui se fait du côté de l'adulte finalement. Souvent, c'est mon enfant a une émotion, donc ça doit être en lien avec le sommeil, parce que cette émotion-là se passe au moment où mon enfant est censé s'endormir. Et donc, je vais croire que c'est l'idée du sommeil qui va entraîner cette émotion-là, alors que potentiellement pas du tout. Alors là, je parle de ces régressions-là, mais il y en a beaucoup d'autres. Juste, c'est important de prendre en compte que le mot régression du sommeil, moi, je le trouve vraiment pas bon parce que c'est vraiment des développements psychomoteurs et cognitifs qui sont vraiment importants. Et bon, il y en a d'autres, hein. Oui, parce que finalement, le terme régression évoque le fait que l'enfant revient en arrière, alors que Oui. toi, je pense que si je comprends bien, ce que tu veux mettre en avant, c'est que c'est un palier et que pour lui, il y a une transition. Mais en fait, il revient pas en arrière, c'est juste qu'il évolue justement. C'est ça, tout à fait. Il ne revient pas en arrière, au contraire, il va de l'avant. Et puis, c'est plus pour pouvoir... il a besoin de sauter un petit palier à ce moment-là. Il a juste besoin de se reconfronter au cadre, de sentir tout ce sur quoi il tient, les bases sont toujours bien stables, en fait. Et du coup, je viens les tester. Est-ce qu'elles sont toujours là? Un petit peu, d'ailleurs, comme ce que font les enfants beaucoup au moment du Terrible 2. Est-ce que toutes les bases sont toujours bien là? Ok, je peux continuer à avancer, je peux découvrir le monde, je peux grandir, je peux me confronter au monde. Et c'est en m'y confrontant, en fait, régulièrement, que je me construis. Et en connaissant et en testant tout l'ensemble des limites, finalement. Je voulais juste faire une parenthèse, Caroline, puisque là, ce que tu dis, c'est vraiment lié aussi aux pleurs de l'enfant. Et nous avons enregistré toutes les deux un podcast qui est déjà diffusé il y a quelques semaines, voire mois en arrière, qui s'intitule de mémoire Pourquoi mon bébé se réveille en hurlant, où justement tu posais déjà des choses très précises par rapport au fait que l'enfant puisse se réveiller en hurlant. Alors, c'était pas forcément qu'au moment du coucher, mais en tout cas, tu nous indiquais qu'il y avait certaines choses aussi à vérifier pour être sûr que si bébé hurle, que ce soit finalement au moment du coucher ou pendant la nuit, qu'il n'y ait pas non plus d'autres soucis que celui-ci. Tout à fait. J'allais justement y revenir. Mais finalement, quels que soient d'ailleurs les différents soucis, parce que là, on parle de régression du sommeil due à des phases de développement, mais je vais aborder les autres. Quoi qu'il en soit, le mot d'ordre, si on est sur un enfant qui en plus avait un sommeil en autonomie et serein, c'est de ne pas ajouter de changement vis-à-vis du sommeil à ce moment-là. On n'en profite pas pour changer le lit, on n'en profite pas pour changer les rituels, on n'en profite pas pour changer les conditions de sommeil. Dès lors qu'on va effectuer des changements dans des phases où l'enfant a besoin principalement de sécurité et de stabilité, eh bien, on vient bouleverser le tout et c'est là que s'introduisent en fait toutes les angoisses finalement. C'est vraiment la porte ouverte à tout ça et des angoisses de manière durable finalement. Juste les régressions du sommeil, on va avoir plusieurs grandes phases, plusieurs grands âges, même si ça peut être à différents endroits, mais je dirais qu'il y a les 4 mois avec vraiment la conscience du monde. Ça peut provoquer donc une augmentation parfois des réveils de nuit, des siestes un petit peu plus courtes.
Et alors, s'il y a un sommeil qui n'était pas autonome avant les 4 mois, alors là, c'est vraiment explosion des troubles du sommeil et ça devient très, très compliqué pour les parents et pour l'enfant à ce stade-là. Et Si du on est coup, sur un... possiblement au niveau de l'endormissement, là, comme ce que disait la maman, Oui, finalement, oui. oui, au moment de l'endormissement, mais vraiment tout au long de la nuit, etc. Euh, et, et par contre, si on est sur un enfant qui a de l'autonomie et pour lequel on va vraiment conserver le cadre, mais on va être accompagnant comme il le faut sur ce dont il y a besoin en termes pour le bébé, ça peut durer 3 jours, ça peut durer 2, 3 semaines maximum. Il peut y avoir parfois, ça peut provoquer parfois des insomnies joyeuses chez les bébés avec de l'autonomie. Donc, un bébé qu'on va entendre se réveiller, qui va parfois se réveiller pendant 1 heure, qui va babiller dans son lit et se rendormir. Pour les parents qui font du cododo à ce moment-là, des fois, c'est un peu problématique parce que le parent, du coup, cherche à rendormir l'enfant et ne comprend pas. Et là, on rentre aussi dans les troubles du sommeil parce que l'enfant avait juste besoin de babiller pendant 1 heure durant la nuit tranquillement. Il est à peine d'ailleurs vraiment réveillé en réalité, mais il va marcher. C'est vraiment tout son cerveau qui se construit. Il faut l'entendre. Hein, c'est des gros développements au sein de son cerveau. Le parent va se dire ah mince ça va pas, moi ça me réveille d'ailleurs je suis pas très bien, je vais essayer d'avoir une action et puis là ça pose problème et plus personne ne dort et l'enfant là met vraiment beaucoup de temps à se rendormir. Et pour les parents qui sont en cododo ou pas, je vous encourage, si votre bébé se met à faire des petites insomnies joyeuses comme ça, j'ai eu une question aujourd'hui justement sur ce sujet, surtout n'intervenez pas, mettez des boules de caisse et laissez votre enfant, c'est tout à fait normal, tout va très bien pour lui. Il passe une phase de développement, c'est OK. Vers 8-9 mois, on a vraiment la grande phase assez connue de l'angoisse de séparation, la découverte du monde avec le 4 pattes, etc. Donc, ça peut provoquer une augmentation des réveils de nuit, alors une apparition même de quelques réveils de nuit, des siestes un petit peu plus courtes. Et là, pareil, si l'enfant est avec des troubles du sommeil déjà en place et voir des endormissements qui ne sont pas autonomes et qui sont dépendants de quelque chose de l'adulte que l'enfant ne maîtrise pas, là, on va avoir vraiment une augmentation très, très importante des angoisses chez le bébé, des angoisses chez le parent aussi, et des problématiques de sommeil, hein, clairement. C'est aussi beaucoup un âge très difficile, puisque vraiment l'angoisse de séparation, c'est une phase qui démarre de manière intense pour l'enfant, qui découvre l'absence-présence du parent. On va d'ailleurs encourager beaucoup les parents à jouer à ce moment-là, coucou caché. On va avoir les boîtes Montessori de disparition et d'apparition de l'objet, j'ai plus le nom en tête. Et on va avoir ce qu'on appelle les doudous de séparation de l'atelier Bombus, que moi j'adore, qui sont très utilisés, que l'on utilise aussi beaucoup. En tout cas, cette absence-présence, elle va avoir un vrai enjeu principalement pour les bébés qui ne sont pas dans l'autonomie. Parce que finalement, les bébés qui ont déjà de l'autonomie, cette angoisse de séparation, elle va se ressentir un petit peu en journée, mais vis-à-vis du sommeil, souvent quasi pas. Mais peut-être que ça va provoquer quelques couchers un petit peu compliqués, mais dès lors qu'on maintient le cadre, hop, les choses se posent vraiment rapidement pour l'enfant et se sécurisent très, très rapidement. Pour les enfants de 12 mois, on va aussi avoir un moment un petit peu difficile, et ça, c'est vraiment pour tous les enfants, autonomie ou non. C'est surtout en lien avec le développement de la marche et la mise debout de l'enfant. Et là, souvent, on va avoir une des deux siestes qui devient difficile. Et c'est normal, l'enfant est vraiment poussé à l'éveil tout le temps. Et ça va être un moment pour les parents qui va être compliqué parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont stopper les deux siestes et qui vont laisser l'enfant à une seule sieste. Malheureusement, c'est pas du tout l'âge de passer à une seule sieste. Et il y a encore besoin de deux siestes jusqu'à au moins 16, 17, 18 mois globalement pour tous les enfants. Mais bon, c'est un petit moment un peu complexe. Et puis, on va avoir les autres phases, 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, avec vraiment le développement du langage, la volonté vraiment pour l'enfant de s'affirmer. Et là, vont s'introduire ce qu'on appelle les couchers du soir à rallonge, le besoin de confrontation au cadre très régulièrement, la grande demande de la figure d'attachement et parfois le rejet de l'autre parent. Et on va avoir vraiment
beaucoup de confrontation de l'enfant et je vais demander encore un bisou, encore un câlin, de l'eau, me moucher, etc., etc., etc. Et c'est tout à fait normal déjà dans le développement de l'enfant. Et c'est le moment pour les parents de donner suffisamment de liberté et d'autonomie à l'enfant pour que les choses se passent du mieux possible pour lui et également de maintenir un cadre du sommeil suffisamment sécurisant pour l'enfant avec tout ce qu'il a à vivre sur ce moment-là. Ça, c'est donc vraiment les phases qu'on appelle de régression du sommeil qui peuvent venir perturber un petit peu le sommeil. Il peut y en avoir d'autres, c'est pas forcément strictement ces âges-là. Chaque enfant est vraiment unique. Et puis, ça donne déjà des bonnes idées, effectivement. Oui, tout à fait. Et parmi, du coup, ce qui peut entraîner des perturbations, je dirais plutôt du sommeil, ça va être tout le reste. Finalement, il y en a beaucoup. Ça va être une maladie, ça va être un déménagement pour un enfant de 2 ans, par exemple, qui est en plein sentiment d'extrême liberté, d'extrême insécurité. Un déménagement, ça peut être vite compliqué, entraîner des perturbations dans le sommeil. Ça peut être des vacances où on a changé un petit peu les habitudes, où il s'est passé, je sais pas, l'enfant dormait dans la chambre des parents au moment des vacances. Et puis, au retour à la maison, il est normal que l'enfant redemande les mêmes stratégies de sommeil que les nouvelles des vacances. Puis les parents sont plus d'accord. Et ça pose problème. Ça peut être l'entrée à l'école, les grands stress aussi, parentaux, familiaux, les poussées dentaires, évidemment, avec la grande période des prémolaires vers 15 mois notamment, mais les poussées dentaires à toute période. Alors évidemment, avec un enfant qui a de l'autonomie dans le sommeil, les petites gênes que peuvent provoquer les poussées dentaires, ils s'en accommodent très facilement parce que ils sont un petit peu réveillés, puis ils remettent en place leur stratégie autonome et se rendorment. Les bébés qui n'ont pas de stratégie autonome, pour une poussée dentaire avec une toute petite gêne, peuvent se mettre à hurler parce que si elle les a réveillés, c'est très désagréable et en plus, ils sont obligés de demander à l'adulte d'intervenir pour les aider à se rendormir. Et c'est d'autant plus compliqué pour eux et puis en plus, c'est très récurrent. Ça peut vraiment mettre en place beaucoup d'angoisse vis-à-vis du sommeil dans ces cas-là. Il peut y avoir des changements de mode de garde, etc. Enfin voilà, ça peut vraiment être tout autant de causes régulières, normales, de petites perturbations du sommeil. Ça peut être très court dès lors que le cadre de sommeil ne varie pas et qu'on a un discours très sécurisant auprès de l'enfant. Et puis, ça peut être très long et très, très, très perturbant et presque ad vitam aeternam, et on peut tomber dans quelque chose de très compliqué juste parce qu'il y a eu un petit rhume ou une petite douleur de poussée dentaire et que malheureusement ça nous a angoissés et que se mettent en place des choses vis-à-vis du sommeil et qu'on va tout changer d'un seul coup parce qu'on va croire que c'est vis-à-vis du sommeil que l'enfant va avoir des angoisses ou des réticences alors même que c'est tout autre chose et simplement un besoin d'extérioriser en fait, simplement et de vivre quelque chose d'un point de vue émotionnel. Donc pour moi, ça n'est pas de la faute du parent en fait, c'est simplement normal qu'il y ait des perturbations régulières, qu'il y ait des émotions régulièrement et en lien avec le sommeil. Et puis juste avant de se coucher, ça fait du bien d'extérioriser aussi, de lâcher certaines choses. Et c'est en fait une méconnaissance générale de tout ça qui va entraîner des cas comme ce qui se passe pour cette personne. Elle n'a rien fait de mal, il s'est passé quelque chose, peut-être que jamais on ne saura ce qui s'est passé à ce moment-là et qui a effectué la bascule finalement, et c'est presque pas ça le plus important, c'est plus comment est-ce que je fais, comment est-ce que je reviens à quelque chose de sécurisant, à quelque chose de stable pour le parent et pour l'enfant. C'est justement Caroline, la question que je voulais te poser, à savoir, là, tout à l'heure, tu as dit à 2 reprises que ça pouvait vraiment créer et induire des troubles du sommeil qui pouvaient, eux, durer en plus dans le temps. Qu'est-ce que tu vas conseiller là aux parents qui nous écoutent et puis peut-être à ce moment-là, qui justement ont fait un peu tomber le mur, en tout cas le mur n'était pas ultra solide, qui ont mis d'un seul coup d'autres choses en place pour le sommeil de leur enfant parce qu'ils n'ont pas eu justement ces connaissances-là. Comment on fait pour dénouer ça, rembobiner, faire revenir à quelque chose de stable et de sécurisant pour l'enfant? Alors, ça va être
très, très compliqué de dire ça comme ça en une phrase sans le cas précis. Et surtout, c'est pas le cas d'origine qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment pour la famille. Et puis, nous, on analyse quand même plus de 70 critères pour permettre le changement, permettre de retrouver tout ça, enfin voilà, de la manière la plus sereine possible pour tout le monde. Donc, ça va être compliqué de répondre de manière vaste. Ah Mais d'accord, non si mais je... c'est intéressant ce que tu veux dire. En fait, je pensais que tu allais conseiller de revenir à ce qui était fait avant. Mais donc finalement, c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire que il peut y avoir d'autres choses à mettre en place de nouveau parce que l'enfant se retrouve dans une situation nouvelle et qu'en plus, il y a eu une transition un petit peu bizarre finalement. Oui, complètement. Revenir D'accord. à l'ancienne situation d'un seul coup, on n'est plus du tout dans l'ancienne situation en fait. Si les choses ont basculé, il s'est instauré plein de choses. Il s'est instauré plein de choses dans la relation de sommeil. Et c'est vrai que pour moi, c'est extrêmement important et c'est voilà ma formation de base, cette relation de sommeil à prendre en compte. Il est important de venir poser énormément de choses d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue sommeil, structure, etc., pour revenir à quelque chose de OK. Puis l'enfant a grandi en plus, ses besoins en sommeil ont certainement évolué, son manque de sommeil aussi. Il y a énormément de choses à regarder, mais si je devais donner un conseil aux parents, c'est le premier, c'est vraiment déjà de s'informer, parce que c'est en s'informant que l'on peut mieux comprendre et sortir des croyances, en fait. Je vais me permettre de mieux comprendre ce qui se passe pour mon enfant dans la situation et ce qui se passe pour nous là en ce moment. Et s'informer, c'est déjà voilà, comprendre la structure du sommeil, comprendre la relation de sommeil, comprendre les stratégies de sommeil, comprendre tout ce qui se passe pour l'enfant dans le cadre du sommeil. C'est assez simple de s'informer. Nous, on met en place, par exemple, le module 1 qui donne vraiment les bases de tout ça. Et puis, je donne aussi des bases d'accompagnement. Comment est-ce que j'accompagne les émotions de mon enfant aussi, puisque malheureusement, c'est pas donné aussi en termes de formation aux parents ou aux futurs parents. On apprend à être enceinte, on apprend à accoucher, mais malheureusement, on n'apprend pas à qu'est-ce que c'est un bébé et qu'est-ce que c'est les émotions. Et puis, on ne nous les a pas appris à nous non plus en tant qu'adultes. Et puis, comment j'accompagne tout ça, comment je fais... je mets en place une relation aussi avec mon enfant et comment je réagis à cet autre individu, puisqu'un enfant, c'est un autre. C'est pas soi, c'est un autre. Et un autre en tant que tel, individuel, avec ses fonctions biologiques, mais avec ses fonctions aussi émotionnelles, avec ses besoins, mais aussi avec ses désirs. Et c'est tout ça qui est aussi à comprendre. En plus de toute la connaissance forcément sur le sommeil. Donc, une des premières choses, c'est venir déjà comprendre beaucoup de choses, ne serait-ce que le module 1, c'est une conférence de 2 heures. D'ailleurs, c'est 2 conférences de 2 heures identiques, mais où j'explique les choses différemment. Et puis, parfois, les parents peuvent le comprendre différemment, où je réponds à des questions également, qui est chez nous, qui s'appelle le module 1. C'est des replays de conférences donc, qui sont disponibles à très bas prix. Et ensuite, une fois que j'ai compris des choses déjà, je me permets d'analyser mieux la situation avec mon enfant. Je peux demander une consultation ponctuelle si je sens que j'ai besoin d'ajuster des choses à ma situation. Je peux demander un accompagnement long si je sens que j'ai vraiment besoin d'être soutenue pour la mise en place du changement et que je veux le faire aussi du mieux possible peut-être pour mon enfant. Ou bien, moi-même, je vais pouvoir poser des bases du changement en prenant le temps pour ça et en prenant le temps de vraiment poser toute la structure pour aller vers quelque chose. Un changement, ça se fait pas en un jour, ça se fait en plusieurs jours et je change mon mode de communication auprès de mon enfant et ma relation en fait de sommeil avec lui. Et ce qui est intéressant et ce qu'on peut retenir aussi, là, de tout ce que tu nous as partagé, c'est le fait que c'est souvent, visiblement et d'après ton expérience, c'est souvent le parent, en fait, qui perd confiance en premier dans la capacité de son enfant à s'endormir, qui vient faire des liens avec le sommeil qui n'ont pas forcément lieu d'être et c'est ça qui vient complexifier un petit peu le tout et donc on l'avait déjà évoqué dans des épisodes précédents, Caroline, mais c'est vrai que souvent, je constate que tu conseilles aux parents d'être finalement le moins possible dans l'interventionnisme vis-à-vis du sommeil et de laisser un certain nombre de choses se faire à partir du moment où vraiment le cadre est bien posé et que l'enfant il vient trouver ses repères. Oui, tout à fait. Alors, à voir interventionnisme et non-interventionnisme, ce que ça veut dire pour chacun a une définition différente du terme. En tout cas, vis-à-vis du sommeil en lui-même, oui, globalement, le sommeil, c'est une fonction innée. J'arrête pas de le répéter. C'est comme si on essayait de faire digérer son enfant. On ne peut pas, c'est le verbe s'endormir. On ne peut pas endormir quelqu'un. C'est
impossible à moins de l'assommer. Et les bercements, c'est un peu de l'étourdissement, il faut le savoir quand même, à moins de chercher à étourdir un peu quelqu'un. Mais s'endormir, c'est une fonction propre à chacun, innée. Dès lors qu'on va chercher à avoir une intervention sur le corps ou sur la fonction innée de quelqu'un, eh bien forcément, ça va provoquer des perturbations un petit peu générales. Par contre, l'interventionnisme, plus dans la présence à son enfant, dans la compréhension de ce qu'il se passe pour lui, dans ses émotions, dans l'écoute, et aussi dans le cadre de sommeil, c'est-à-dire venir proposer en connaissance, de la même manière pour bien digérer. C'est mieux d'avoir une bonne alimentation, de proposer des aliments adéquats pour une bonne digestion, pouvoir proposer des conditions de sommeil adéquates pour un bon sommeil pour son enfant. Et c'est de ça dont on parle très régulièrement et c'est ce qui me tient à cœur et qui est le plus important et qui malheureusement à l'heure actuelle pâtit d'un vide intersidéral de connaissances et de divulgation, je ne sais pas si ça se dit, d'informations pour les parents, pour les professionnels de santé, de la petite enfance, de la périnatalité, etc. etc. Ok, super Caroline, super pour ce mot de la fin. Je pense que là, tout ça, c'était très éclairant. Je pense que ça a dû donner des pistes à la maman qui posait la question et qui nous écoute sûrement. Je te propose, Caroline, de te retrouver très prochainement pour une nouvelle question. Alors là, sur le prochain épisode de podcast qu'on enregistrera toutes les deux, je t'ai sélectionné une question sur les rituels de sommeil. Donc on va parler de quel rituel finalement on peut mettre en place. Puis c'est quoi après tout un rituel? Je te propose qu'on détaille tout ça la prochaine fois. Avec plaisir, super. À bientôt. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.